Madame, Monsieur, il est 20 h à Fumban, à l'ouest du Cameroun. Bienvenue dans votre journal. La ville de Fumban, à l'ouest du Cameroun, a vibré samedi dernier au rythme de la culture et de la tradition à l'occasion de l'inauguration officielle du musée des rois Bamoun sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Ouvrage magnifié par le 20e roi de la dynastie Bamoun, Sa Majesté Mforifo Mbombo Njoya Mohamed Nabil. C'était une cérémonie riche en couleurs qui aura rassemblé un parterre de personnalités venues à travers le monde. Dans cette édition, nous vous plongeons dans une rétrospective des méandres de l'amour que nombre de citoyens à travers le monde portent pour le patron du Kremlin. Mais il s'agit ici de Pierre de Gaulle, quatrième fils de Philippe de Gaulle et petit-fils du célèbre général Charles de Gaulle, qui en novembre 2023 a exprimé son envie à recevoir la nationalité russe. Mesdames, Messieurs, le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans le cadre de cette première livraison de la semaine de vos programmes Pan-African News sur Pan-African Media TV. Ouvrons ce journal au Cameroun, bien évidemment, où samedi dernier, plusieurs cultures se sont rassemblées pour pouvoir magnifier la beauté architecturale du musée des rois Bamoun qui a décidé d'être inauguré officiellement par le 20e roi de la dynastie Bamoun, Sa Majesté Mforifo Mbombo Njoya Mohamed Nabil, placé sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. C'est un événement qui aura rassemblé plusieurs personnalités venues à travers le monde et plusieurs chefs traditionnels à travers le Cameroun pour la préservation des chaînes de valeurs culturelles. Regardons. Au Cameroun, le royaume Bamoun à l'ouest du pays a inauguré son musée le 13 avril 2024 dans la ville de Fumban, capitale historique du département de Non. Entamé en 2013 par le 19e roi de la dynastie Bamoun, le feu sultan Ibrahim Mbombo Njoya, cet ouvrage architectural d'une beauté singulière et saisissante connaîtra son parachèvement avec l'arrivée au trône du nouveau sultan Sa Majesté Mforifo Mbombo Njoya Nabil, 20e de la lignée de Charayen, précurseur de ce royaume vieux de plusieurs siècles avant l'arrivée des colons. C'est le très haut patronage du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, c'était une cérémonie qui aura été riche en couleurs et d'ambiance au plaisir de nombreux invités venus des différentes aires géographiques et des pays amis d'Afrique. Elle a su mettre au devant de la scène l'image du Cameroun en présentant sa richesse culturelle, matérielle qui a su traverser les temps. L'inauguration de cette maison de la tradition, mieux du présentoir des œuvres d'art royaux du peuple Bamoun, dont l'architecture est exceptionnelle et pittoresque, revêt d'un caractère patrimonial non seulement pour les rois qui se sont succédés depuis près de 6 siècles jusqu'à l'actuel, mais aussi et surtout pour le Cameroun tout entier, car cela participe également de la promotion inlassable des chaînes de valeurs culturelles du Cameroun. C'est donc un musée dédié à l'histoire d'un des royaumes les plus anciens d'Afrique subsaharienne. Reposant sur une superficie de 5000 m², il retrace avec fierté les 6 siècles d'histoire des Bamoun à travers une collection de 12 500 pièces qui autrefois trouvaient refuge au sein du palais. Tel qu'il est aperçu en image, pour pénétrer dans ce musée des rois Bamoun, l'on est appelé à passer sous les crochets des gueules béantes d'un gigantesque et hospitalier serpent à 2 têtes avec sur son cran une toile d'araignée. C'est un édifice imposant. Le serpent à 2 têtes qui représente la victoire sur 2 fronts par les guerriers du terroir et l'araignée qui traduit l'ardeur au travail de ce peuple au Cameroun. Véritable signe de la préservation des valeurs traditionnelles africaines, les visiteurs peuvent retrouver dans ce musée des attributs du pouvoir royal, des masques, des armes, des pipes, des statuettes, des instruments de musique et des manuscrits du célèbre roi Ibrahim Njoya, inventeur de l'écriture Bamoun dénommée le Shumam. Le musée expose également une machine à moudre de maïs qu'il avait inventée. Cet événement donne ainsi le temps Ngwan, fête traditionnelle et culturelle du peuple Bamoun, événement biennal qui se tiendra d'ici la fin de cette année 2024.
Eh bien, nous restons au Cameroun et parlons cette fois-ci de religion où la célébration de la fête du Ramadan suit son cours, mais d'une manière tout aussi particulière dans le littoral et le sud-ouest où des dignitaires religieux ont récompensé des personnalités musulmanes qui sont distinguées de par leurs différentes actions auprès des communautés musulmanes. Des précisions dans cet élément. À l'occasion de la célébration de la fête de fin du Ramadan, le Conseil de chefs et dignités musulmanes du littoral et du sud-ouest a organisé une cérémonie de gratification de personnalités musulmanes de ces deux régions qui ont œuvré au développement de communautés dans divers secteurs d'activité. La cérémonie, présidée par Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, président du Conseil de chefs et dignités musulmanes à l'esplanade de la chefferie, siège du Conseil au quartier Congo, a été rehaussée la présence de tous les membres du Conseil et une population venue nombreuse. Pour la colonie guinéenne, vivant au Cameroun, nous sommes honorés au Cameroun, nous sommes bien traités au Cameroun, on est bien intégrés. Nous remercions la chefferie musulmane du littoral qui nous a pris à cœur. Et aujourd'hui, nous sommes là avec notre majesté Aladji Bari qui est parmi les membres de la chefferie musulmane de Congo. Les Guinéens du Cameroun sont honorés. Pour l'un des promoteurs de l'événement, le DG Moussa Ousseini, ceci était l'occasion idoine pour appeler les jeunes à plus de responsabilités. Nous avons démontré qu'à Douala, il y a ceux-là qui incarnent le vivre ensemble, la cohésion sociale, le bien-être. C'est justement pour la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici, pour célébrer cette vivre ensemble et pour célébrer la paix. Et à l'écoute de cette célébration, il y a eu beaucoup d'articulations culturelles. Et ces articulations culturelles témoignent de notre attachement aux grandes valeurs de notre pays, le patriotisme, l'amour du prochain, et puis de prôner un islam de paix, un islam de la cohésion, en partageant ce moment avec les autres qui ne sont pas de notre religion. Le conseil régional du littoral, Mohamed Liman, quant à lui, a saisi l'occasion pour appeler les jeunes au respect de chef, ce qui selon lui est un gage du succès. A gaskiya wannan wasa ya kayatar sosai kuma ya nuna mahimmancin aikin da kowa yake. Domin a magana da nake ana kadan gaskiya shi Musan da Ahmadu da suka haɗa wannan wasa gaskiya sun yi tunani mai zurfi, sun duba ababun da mutane suke yi, ya kamata a ba su ƙarfin gwiwa nan gaba su yi aiki kuma ya fi abin da suka saba yi. A gaskiya mu yi farin ciki mun samu ɗaukaka wannan taro, an ba mu lamban yabo na wannan kungiya namu da aikin da muke yi, kuma an ba mu daraja sosai a wannan taron da aka yi. Gaskiya muna godiya sosai, Allah ya saka da alheri. Parmi les personnalités honorées à ce jour figure le président directeur général de Pan African Media, Mohamed Bachir Ladan, et la chaîne sœur Aoussa 7. Eh bien, nous restons toujours en Afrique centrale et cette fois-ci, nous allons en République centrafricaine. Alors qu'au Cameroun, il y a un climat de paix, si bien que bien de personnes se réunissent pour pouvoir se gratifier entre elles. De leur côté de la Centrafrique et dans une partie du pays, et bien évidemment au niveau de Zemio, une partie de la Centrafrique dans l'arrondissement de Robiemou, les populations croulent sous le poids de la terreur orchestrée par des rebelles. Ce samedi, les populations sont sorties en masse à l'effet de pouvoir chasser la MONUSCO qui, sous son regard, ne parvient pas à réagir. Tout porte à croire que la sous-préfecture du Haut-Bounou est laissée pour compte par la MINUSCA, qui est pourtant présente dans cette localité centrafricaine pour assurer la sécurité des populations. Chose qui n'en est pas. Les habitants des villages en paient justement le prix. 3 personnes ont été tuées par des hommes armés assimilés aux rebelles de la coalition des patriotes pour le changement dans le village Tabani, situé à 18 km de la ville de Zemio. Selon Eric Piondigui, député de la région, l'acte a été commis par des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, membres actifs de la CPC qui ont égorgé 3 civils quittant les champs. Il a appelé les autorités centrafricaines à déployer des forces militaires dans la ville de Zemio afin de mettre fin à des exactions sur la population civile. Un énième appel sans suite. Constat donc observé sur les sites où sévissent des crimes perpétrés par des rebelles sous le silence de la MINUSCA.
Cette tuerie intervient alors que la munition onusienne au Centrafrique avait annoncé le 27 mars dernier le déploiement des forces militaires de l'ONU dans la localité du Ombunu pour sécuriser la zone. Faisons escale cette fois-ci en Afrique de l'Ouest et précisément au Nigeria où le 14 avril 2014, 276 jeunes filles étaient enlevées par le groupe terroriste Boko Haram dans l'état de Borno. 10 ans après, près d'une centaine d'entre elles sont toujours portées disparues. Le comité de soutien créé pour la libération de ces lycéennes enlevées a appelé dimanche 14 avril les autorités à trouver une solution pour ces disparus dont les cœurs des différents parents sont jusqu'à peu de concret béantes. Regardons. Ramener nos filles maintenant et vivantes. Nous nous battons pour l'âme du Nigeria. Sont là des slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes scandées par les dizaines de personnes rassemblées lors d'une conférence de presse organisée par le comité de soutien à Abuja, la capitale nigériane, pour marquer le 10e anniversaire du rap de Chibok. En rappel, le 14 avril 2014, 276 jeunes filles étaient enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram à Chibok, dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Ce rap de masse avait déclenché une campagne internationale baptisée Bring Back Our Girl, ramenez-nous nos filles. Près d'une centaine d'entre elles sont toujours portées disparues. L'incapacité des autorités nigérianes à retrouver les lycéennes suscite chaque jour un peu plus de mécontentement et interrogations. Des manifestations se tiennent quotidiennement au Nigeria, mais aussi dans le reste du monde, pour demander le retour des filles et dénoncer l'incurie du pouvoir. À l'occasion de la commémoration des 10 ans de cet incident malheureux, le comité de soutien a appelé les autorités à ne pas oublier la centaine d'entre elles, toujours portées disparues. Lors de la conférence de presse, la directrice stratégie du comité de soutien Bring Back Our Girl, Florence Ozor, a exigé au président Bola Tinubu et son administration de prendre leurs responsabilités devant le peuple pour répondre à la demande qui est de ramener les filles disparues. Florence Ozor s'est dit également déçue de l'échec des gouvernements successifs de l'État de Borno depuis 2014, de leur incapacité, leur refus ou leur échec à sauver toutes les filles depuis maintenant une décennie. En rappel, les djihadistes de Boko Haram et le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest sévissent toujours dans le nord du Nigeria. Les violences ont fait plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés depuis 2009. De plus, avec la montée en puissance des groupes criminels armés appelés bandits qui opèrent sur les autoroutes au domicile des victimes et jusque dans les écoles, plus de 1680 élèves ont été kidnappés dans les écoles nigérianes entre 2014 et 2022. Cela fait un peu plus de 2 ans que la France néocoloniale a été chassée dans plusieurs pays d'Afrique et précisément de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement dans le Sahel, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Seulement, cette même France ne se lasse pas de vouloir opérer de manière clandestine et ce, avec la complicité de certaines personnes qui se disent intégrées dans la société civile, laquelle société civile n'existe que de nom. Voici une précision qui nous est apportée par Foudedi. La France a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger ces derniers mois. Mais malgré ce retrait officiel, Paris continue de maintenir des contacts discrets avec la société civile dans le Sahel. Une révélation de Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, lors de l'entretien. Il a martelé qu'ils ne se sont pas retirés sur les aspects humanitaires. Par conséquent, la France garde des liens avec la société civile qui a visiblement un rôle important à jouer dans le plan de déstabilisation des tombeurs de Macron. Une contradiction à Mondiovision et son honte lors de sa première tournée africaine la semaine dernière où il déclarait qu'il n'y a pas que le Sahel, prenant pour exemple le Kenya. Pour ces journées, la stratégie semble importante.
Et donc, ce travail continue. Pas avec les gouvernements, pas avec les autorités, mais en tout cas avec les organisations humanitaires et la société civile. Une information qui soulève alors des questions sur les véritables motivations de la France et les objectifs de ces liens discrets avec la société civile dans des pays où la présence militaire française n'est plus la bienvenue. Notons que cette société dite civile a appelé les autorités maliennes et burkinabées à démissionner et surtout d'organiser des élections dans des délais. Selon certains analystes, la France pourrait tout simplement chercher à maintenir son influence dans la région en contournant les gouvernements hostiles. D'autres affirment que Paris pourrait aussi utiliser ses liens pour soutenir des groupes d'opposition qui pourraient jouer un rôle dans la déstabilisation de la région. Nous vous le disions en titre dans ce journal, nous vous plongeons dans les méandres de l'amour que nombre de citoyens à travers le monde portent pour le patron du Kremlin, notamment Vladimir Poutine. Mais il s'agit ici de Pierre de Gaulle, quatrième fils de Philippe de Gaulle et petit-fils du célèbre général Charles de Gaulle, qui en novembre 2023 a déclaré qu'il était prêt à recevoir la nationalité russe du fait de nombreux bienfaits et de la politique gouvernementale et la politique géostratégique, s'il faille le dire de cette manière, de Vladimir Poutine. Regardons cet élément. Même dans les derniers retranchements des Français hostiles à Vladimir Poutine, il y aurait des poutinophiles. De manière anecdotique, dans un geste surprenant mais fort révélateur, Pierre de Gaulle, quatrième fils de Philippe de Gaulle et petit-fils du célèbre général Charles de Gaulle, en novembre 2023 a exprimé son envie à recevoir la nationalité russe. Ce choix, qui semble peu conventionnel, a laissé planer des interrogations et des débats au sein de la société française, illustrant des nuances et les tensions qui caractérisent les relations entre la France et la Russie. S'exprimant en novembre dernier, Pierre de Gaulle a justifié sa décision face à une journaliste française en mettant en avant les grandes possibilités offertes par la Russie, un pays qu'il perçoit comme porteur de valeurs traditionnelles aujourd'hui en déclin dans les sociétés occidentales. Alors que les opérations russes en Ukraine, entre les soldats russes et les Ukrainiens, continuaient de diviser l'opinion publique internationale, Pierre de Gaulle a affiché des positions qui ont provoqué l'ire de plus d'un Français, en soutenant la démarche de la Russie et en remettant en question le récit dominant qui diabolise la politique de Moscou. Pour ses descendants directs du héros de la résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale, la Russie incarnait une forme de légitime défense face aux pressions occidentales. Il avait salué l'engagement de Vladimir Poutine en faveur de ce qu'il considère comme des piliers essentiels de la société, tels que la famille, la spiritualité, des valeurs qu'il estime avoir disparu progressivement en Occident. Cette déclaration inhabituelle de la part de membres de la famille de Gaulle a fait écho à une réalité complexe et mouvante, où les affinités russophiles se heurtent parfois de manière abrupte aux politiques et aux discours officiels des gouvernements occidentaux, dont la France. Loin d'être isolé, ce cas particulier soulève des questions plus larges sur la perception des relations internationales et des mouvements d'opinion au sein d'une Europe en constante évolution. Eu égard à ce fait d'un passé récent, il paraît plutôt important de signaler que son pays d'origine, la France, est englué dans une situation diplomatique où elle se trouve inutilement obligée de prêter des soldats à l'Ukraine pour aller combattre la Russie, sur le chaudron de la crise entre les deux pays. Une décision plutôt maladroite et peut-être insensée dont la Russie ne ménagerait aucun effort de répondre à la hauteur des implications. Puis nous continuons de parler des attitudes néocolonialistes au Niger. Après le gouvernement de transition, c'est au tour du peuple de réclamer avec la dernière énergie le départ des forces états-uniennes de leur territoire. Samedi dernier, les populations se sont massées dans les rues à l'effet de manifester contre la présence jusqu'ici des forces américaines sur leur territoire. Ils ont également exprimé leur soutien aux autorités nigériennes qui se battent mains et pieds liés afin de pouvoir restaurer l'ordre étatique et que les choses se passent bien. Après la demande du gouvernement, c'est au tour du peuple nigérien d'exiger le départ immédiat et définitif des forces américaines sur le territoire. Samedi dernier, des populations en masse sont descendues dans les rues de Niamey pour manifester en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
et demandé le retrait des troupes états-uniennes et qui sont encore en occupation dans le pays. Yahya Abdulaziz, l'un des manifestants, a d'ailleurs affirmé qu'une demande de retrait des forces américaines avait été soumise auprès des autorités nigériennes. Le CNSP ayant pris les préoccupations du peuple nigérien en considération, ceux-ci sont donc descendus dans les rues pour réaffirmer leur soutien au gouvernement. Depuis le 16 mars 2024, le Niger dénonce l'accord de coopération militaire passé avec Washington, décriant ainsi le fait que cet accord n'a fait qu'aggraver l'insécurité dans le pays au lieu d'aider à se débarrasser de la menace djihadiste. Les manifestations du peuple nigérien étaient donc une occasion pour inciter davantage les autorités nigériennes à rebattre les cartes, à remettre en cause certains accords qui ne profitent pas au peuple nigérien afin d'aboutir à une rupture et une suspension totale de ces accords. Il est plus qu'évident pour ces manifestants que le pays ne doit pas être victime des menaces engendrées par les attaques des groupes armés terroristes. Toutefois, les USA se sentent menacés avec la présence des soldats russes en terre nigérienne. La coopération militaire inscrite dans un cadre gagnant-gagnant entre Niamey et Moscou a permis de déployer 100 instructeurs russes au Niger, accompagnés d'une livraison du matériel militaire de dernière génération. Désormais, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, tout comme le peuple nigérien, est plus que déterminé à prendre en main son destin pour reconquérir son territoire et surtout faire asseoir sa souveraineté à l'échelle nationale et internationale. Parlons coopération dès à présent et terminons avec le Maroc et la Belgique qui désormais parlent de véritables relations bilatérales. Les travaux de 3e réunion de la haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique se sont tenus lundi à Rabat sous la coprésidence du chef du gouvernement Aziz Al-Kanout et du premier ministre belge Alexander Croo. Au cours de cette réunion mixte, les deux personnalités se sont félicitées de la solidité des relations bilatérales et ont examiné les partenariats entre les deux parties, notamment Rabat et Bruxelles. Plus de précision dans cet élément. Rabat et Bruxelles, partenaires de longue date, souhaitent renforcer leurs relations. Au cours des travaux de la 3e réunion de la haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, qui s'est ouvert ce jour à Rabat, capitale du Maroc, le chef du gouvernement marocain, Aziz Al-Kanout, et son homologue belge, Alexander Croo, se sont félicités de la dynamique que connaît la relation entre le Maroc et la Belgique, réaffirmant leur volonté partagée d'approfondir davantage cette relation en vue d'établir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir à la hauteur des attentes et du potentiel qui existe entre les deux pays pour répondre aux défis actuels et futurs. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer le commerce et les investissements, de coopérer en matière du climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, ainsi qu'en matière de gestion de l'eau, des infrastructures et du transport. Les deux chefs de gouvernement se sont également félicités du dialogue politique régulier, en témoigne la visite au Maroc de la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, le 20 octobre 2022, à l'issue de laquelle une déclaration conjointe a été adoptée entre les deux pays. Les deux chefs du gouvernement ont souligné leur volonté de développer davantage le partenariat économique en encourageant notamment les entreprises belges et marocaines à explorer les opportunités offertes de part et d'autre en matière d'investissement. Ils ont discuté des avantages offerts par la nouvelle charte marocaine de l'investissement de l'offre Maroc concernant l'hydrogène vert et des projets structurants prévus en perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, ainsi que des opportunités offertes par la Belgique, notamment comme partenaire
en matière de transition énergétique, d'économie circulaire et dans d'autres domaines d'intérêt commun. Les chefs de gouvernement ont ainsi réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération dans les domaines de la transition énergétique et se sont félicités de la signature des mémorandums d'entente portant sur les énergies vertes entre le Maroc et la Belgique. En rappel, cette entrevue a également été l'occasion de rappeler la déclaration conjointe adoptée à Rabat en octobre 2022 et de réitérer l'importance de la tenue d'un dialogue politique régulier et la structuration du partenariat maroco-belge dans les différents domaines d'intérêt commun. Ont pris part à ces entretiens le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib. C'est ici la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés partout où vous êtes à travers le monde entier, le Proche et le Moyen-Orient et surtout en Afrique. Mais avant de partir, voici votre parole de ce soir. On ne choisit pas de participer au destin politique de son pays. On est tenu de participer, auquel cas on subit les affres du destin.